Bien, bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bien, alors on peut commencer. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis obligé de le répéter tout le temps, donc j'aimerais bien qu'il y en ait quelques-uns d'entre vous donc, qui mettent en marche leur caméra. Donc, Monsieur, s'il vous plaît, j'ai pas compris quelque chose dans la séance précédente. on y reviendra donc, plus tard, peut-être à la fin, mais pas tout de suite. Donc, alors j'attends toujours, donc il n'y en a que deux personnes, trois, voilà, donc, qui ont mis en marche leur caméra. Bien. Alors, aujourd'hui, donc, on finit ce premier chapitre. Donc, c'est un chapitre relativement long. Donc, où on a été donc à parler donc du type d'analyse, de ce que ça veut dire une analyse, de différencier entre une analyse quantitative et une analyse qualitative. Donc, et après, donc, de parler d'échantillonnage, d'échantillon, de représentativité de l'échantillon, de la conservation de l'échantillon, avant de passer à la préparation des échantillons pour une analyse. Et on a parlé donc de solution tampon, on a parlé d'extraction, on a parlé de filtration, et on arrive maintenant pour parler donc d'une autre opération de préparation, donc souvent rencontrée dans les protocoles expérimentaux donc d'analyse. Donc il s'agit de la centrifugation. Donc certainement vous en avez déjà entendu parler, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Alors la centrifugation, j'espère que vous savez ce que ça veut dire et comment on procède pour parvenir, pour pratiquer donc une centrifugation d'un échantillon. Alors dites-moi si vous en avez une idée. Monsieur, Oui. La centrifugation, on peut dire que c'est une rotation autour d'un axe pour créer la force qui permet la sédimentation des macromolécules. Voilà, donc votre camarade donc l'a bien compris. Donc en fait, c'est faire tourner un échantillon donc dans le but de faire sédimenter. Alors donc vous avez remarqué donc la filtration aussi, donc les opérations de filtration, toutes les opérations de filtration ou de séparation membranaire dont on avait parlé la séance passée, donc ont pour objectif également donc de séparer des particules entre elles ou des macromolécules. Donc ça dépend donc de la taille des pores des membranes. Donc on en a distingué donc de la microfiltration, de l'ultrafiltration, de la nanofiltration jusqu'à l'osmose inverse. Alors, donc, ces deux méthodes-là, donc, que ce soit donc, les séparations membranaires, donc, c'est-à-dire tout simplement la filtration ou la centrifugation, ils ont pour objectif donc, de séparer donc, des choses selon leur taille ou leur masse. Donc voilà donc, le principe, enfin, l'objectif des deux
méthode, donc le principe, elle est différent. Donc, pour la filtration, donc vous l'avez remarqué, donc c'est une barrière physique, donc qui laissera passer certains éléments et ne laissera pas passer d'autres. Alors, la centrifugation, donc, c'est une autre méthode qui va nous permettre donc, de séparer donc, des particules, par exemple, de molécules en solution, ou de séparer donc, des organiques cellulaires, ou de séparer carrément des macromolécules, de molécules beaucoup plus simples. Alors, votre camarade, donc, en fait, a bien expliqué qu'en fait, qu'il s'agit d'une rotation, tout simplement. C'est-à-dire donc que votre échantillon, donc il faudra se débrouiller pour le faire tourner donc à des vitesses déterminées, donc qui sont généralement très très élevées, et ceci donc a pour objectif donc de faire sédimenter, donc c'est-à-dire donc de tirer sur les particules vers le fond de votre tube par exemple. Alors, pour comprendre ceci, donc il faut déjà essayer donc de se rappeler un peu donc des jeux d'enfants auxquels vous avez déjà joué, donc auxquels nous avons tous peut-être joué. Donc, c'est que vous avez déjà peut-être mis donc de l'eau dans un seau et puis vous avez essayé de le faire tourner, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà, donc en le faisant tourner, donc en fait, si la vitesse avec laquelle vous le faites tourner, donc il arrive que votre eau ne tombe plus donc du seau, même si l'eau est, même si le seau est à la verticale et à l'envers, c'est-à-dire l'eau vers le bas et le seau vers le haut, mais l'eau ne tombe plus. C'est-à-dire donc en fait, donc comme si l'attraction, donc la force de gravité n'agit plus sur votre eau. Alors maintenant, donc, il faut comprendre déjà pourquoi donc, ce phénomène est-il possible. Pourquoi, quand vous faites tourner ce seau, donc si vous le faites tourner doucement, vous n'allez pas y arriver, mais à partir d'une certaine vitesse de rotation, ça devient possible, c'est-à-dire votre eau qui était dans le seau, même si vous le faites tourner, et donc l'eau ne tombe plus. Alors bien sûr, donc en fait, il faut le faire tourner dans un sens, d'une manière verticale, c'est-à-dire que le seau donc se passe de l'endroit à l'envers en faisant la rotation. Alors pourquoi à partir d'une certaine vitesse de rotation, votre eau ne tombe plus du seau? Mais c'est parce qu'on est en train de créer une nouvelle force. Alors maintenant, donc, oui, ça c'est ce qu'on vous a dit, mais pour le comprendre d'une manière logique, donc en fait, pour comprendre donc ce qui se passe, donc il faudra tenir donc juste le raisonnement simple suivant, c'est-à-dire quand votre eau est à la verticale et votre seau est à l'envers, donc normalement, donc en fait, votre eau elle est attirée par l'attraction terrestre, par la force de gravité. Alors maintenant, il y a deux possibilités. Ou bien la rotation, en fait, il n'y a plus de force d'attraction terrestre, et comme ça, donc votre eau donc, ne subit plus aucune force, parce qu'en fait, c'est la force de gravité qui tire sur votre eau pour la faire tomber vers le sol, ou bien il n'y a plus de force de gravité, ou bien cette force de gravité est annulée par une force opposée. Il n'y a pas 36 solutions, ou bien il n'y a plus de force de gravité, ou bien il y a toujours la force de gravité, mais il y a en plus une deuxième force qui s'oppose à la force de gravité. Alors maintenant, donc en fait, si vous tenez ce raisonnement simple, donc c'est le raisonnement tenu par les physiciens pour en fait découvrir ce qu'on appelle la force centrifuge. Alors cette force centrifuge, c'est une force qui apparaît. C'est une force qui apparaît lors de la rotation, c'est-à-dire dès que vous faites tourner des objets à très grande vitesse, à partir d'une vitesse, donc il y a une force qui va agir sur ces objets et qui est vers centrifuge, c'est-à-dire qui s'éloigne du centre de rotation. Donc c'est une force qui va s'éloigner, qui va aller qui a un sens opposé
par rapport au rayon de la rotation. En fait, vous pouvez aussi considérer qu'il part du rayon de la rotation vers l'extérieur. Donc, c'est ce qu'on appelle tout simplement la force centrifuge. Donc, comme toutes les forces d'ailleurs, donc c'est comme ça qu'on s'aperçoit qu'il y a une force, et toutes les forces physiques qui ont été découvertes et dont on vous a déjà parlé, donc c'est le même raisonnement qui a permis aux physiciens de les découvrir. Donc, c'est parce que les objets tombent vers le sol et ne s'envolent pas et ne partent pas dans le sens inverse et ils ne restent pas immobiles quand vous les lâchez dans l'espace. C'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'il y a quelque chose qui les attire vers le sol, vers le centre de la Terre. C'est ce qu'on a appelé la force de gravité. C'est parce que quand il y a des corps électrisés, on a remarqué donc que ces corps électrisés vont s'attirer ou se repousser. On s'est dit donc qu'il y a dans les corps électrisés quelque chose, une force qui va soit les attirer ou les repousser, et c'est ce qu'on a appelé force électrique. Alors maintenant, c'est le même raisonnement. C'est parce qu'en faisant tourner les objets à une certaine vitesse, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui agit sur ces objets-là et qui va les pousser dans le sens opposé, donc à partir donc, du centre de la rotation vers l'extérieur, donc de la trajectoire de rotation. Et ça, on l'a appelé force centrifuge. Alors maintenant, c'est cette force centrifuge-là qu'on va exploiter pour tirer sur la matière, pour la faire sédimenter plus ou moins rapidement. Alors maintenant, si vous avez un mélange de particules ou de macromolécules dans une suspension, donc on parle de suspension quand les entités ne sont pas solubles, et on parle de solution quand les molécules sont à l'intérieur d'un solvant, ils sont solubles. Alors maintenant, donc, quand ce n'est pas soluble et que ça forme quand même un mélange plus ou moins homogène, plus ou moins stable, on parle de suspension. Alors maintenant, quand vous avez ce genre de mélange, donc en fait, si vous laissez juste décompter, c'est-à-dire si vous laissez juste agir la force de gravité terrestre, donc en fait, ça finira par, vos particules finiront par sédimenter. Donc on parlera dans ce cas-là de décontation, de simple décontation. C'est-à-dire donc tout ça, donc la force de gravité va faire que tous ces particules, toutes ces vont être attirées dans le sens, bien sûr, vers le sol, et ils finiront pas au fond de votre tube ou de votre bécher. En tout cas, ils finiront donc vers le sol. Donc ça, c'est la force de gravité. Alors maintenant, bien sûr, donc quand vous pratiquez une expérience, quand vous préparez donc votre échantillon pour une analyse, donc il y a toujours cette possibilité. Vous pouvez toujours, donc quand vous préparez votre café, donc c'est ce que vous faites, donc vous n'allez pas centrifuger, donc vous avez donc des particules de café donc dans de l'eau. Alors maintenant, donc soit vous filtrez pour aller plus vite, donc soit vous laissez juste décompter, donc et vous allez récupérer donc vos particules au fond de votre récipient. Alors maintenant, dans certains cas, donc cette opération va prendre énormément de temps, va être extrêmement lente, parce qu'en fait, donc cette force de gravité, donc il va agir, donc et la vitesse, donc en fait même l'accélération donc de sédimentation va dépendre de la masse ou de la densité des particules. Donc si ces particules donc, ont une densité très 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 faible, donc en fait la force de gravité, c'est-à-dire le poids de ces objets-là, le poids de ces particules-là, elle est tellement faible qu'en fait il faut énormément de temps pour que ça puisse sédimenter, pour que vous puissiez séparer donc ce qu'il y a dans votre suspension. Alors à ce moment-là, donc c'est là où la centrifugation a tout son sens, c'est qu'en fait c'est juste
elle va accélérer ce processus-là. Il va accélérer le processus de séparation, donc de ce que vous avez dans votre suspension et peut-être aussi dans votre solution pour des molécules et des macromolécules solubles, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Donc voilà, donc la centrifugation, vous l'avez compris, c'est faire jouer la force centrifuge pour accélérer la sédimentation des objets. Alors pour ceci, vous avez compris qu'est-ce qu'il faut? Il faut que vous vous débrouilliez donc pour faire tourner vos objets autour d'un axe pour qu'il y ait apparition d'une force centrifuge qui va tirer sur certaines particules et qui va les faire sédimenter au fond de votre tube, par exemple, donc beaucoup plus vite. Et comme ça, vous aurez donc d'un côté ce qui est sédimenté et d'un autre ce qui n'a pas sédimenté. Alors pour une analyse, donc en fait les deux options peuvent être intéressantes. Donc soit ce qui vous intéresse, vous allez dire donc il faudra que je le sédimente et je vais le récupérer. Ou bien c'est l'inverse qui vous intéresse, c'est-à-dire vous dites donc il y a beaucoup de molécules, beaucoup de particules dans mon échantillon qui ne m'intéressent pas et je vais m'en débarrasser en les faisant sédimenter. Alors n'allez pas imaginer, donc pourquoi je vous explique ça? C'est juste pour que vous n'imaginiez pas que en fait ce qui est intéressant, c'est ce qui reste, c'est ce qui ne sédimente pas. Alors, les deux stratégies, donc, pour une analyse, peuvent être intéressantes. Donc, ça dépend de ce que vous voulez analyser. Alors, il se peut, je me répète ici, donc, il se peut très bien que c'est ce qui va sédimenter que vous vouliez récupérer et qui est intéressant pour vous. Et c'est là, dans ce qui s'y démontre, où il y a la biomolécule ou les molécules qui vous intéressent pour l'analyse. Donc, ce que vous allez récupérer après, donc en fait, c'est ce qui a sédimenté, c'est ce qu'on appelle un culot de sédimentation. Alors, il est possible aussi que ce qui vous intéresse ne va pas sédimenter, mais vous allez faire sédimenter un tas de macromolécules, un tas de particules qui ne vous intéressent pas, et comme ça, vous vous en débarrassez. Alors, rappelez-vous, donc en fait, l'objectif de toutes ces opérations dont on a parlé et qui viennent pour la préparation de votre échantillon à l'analyse et qui viennent avant l'analyse, c'est en fait avoir quelque chose dans un extrait où il y a ce que vous voulez analyser, mais sans ce qui va vous gêner, ce qui va vous perturber votre analyse. Donc, c'est-à-dire avoir dans votre extrait la biomolécule dans un état la plus pure possible. Quand je dis la plus pure possible, ça peut être 10% de pureté. Donc, ce n'est pas nécessairement 90% de pureté, mais dans un niveau de pureté qui vous permettra l'analyse, tout simplement. Donc, c'est l'objectif de toutes les opérations dont on a parlé jusqu'à présent. Alors maintenant, la centrifugation, donc vous avez compris ce que c'est, vous avez compris donc le principe. Alors maintenant, donc tout ça, donc maintenant, donc on a des machines, donc c'est-à-dire des moteurs tout simplement, donc qui vont tourner et qui vont faire tourner des échantillons pour qu'on puisse donc séparer donc des parties, donc des macromolécules, des particules, donc du reste donc de votre échantillon. Bien, alors maintenant, qu'est-ce qui va faire qu'une molécule va précipiter rapidement ou moins rapidement? Alors bien sûr… Monsieur, donc, oui. C'est la taille de la molécule ou bien la densité de cette molécule? Je dis donc c'est pour une molécule donnée. Pour une molécule donnée ou une macromolécule donnée. Alors pour la centrifugation, pour les molécules, faites attention. Donc la centrifugation des molécules, c'est quelque chose d'extrêmement donc sophistiqué. Donc généralement, on parle soit de macromolécules, de choses très grosses, mais pour passer aux molécules, donc il faut vraiment passer donc à ce qu'on appelle l'ultracentrifugation. Donc, la centrifugation ordinaire commune que vous allez utiliser donc, dans vos travaux pratiques,
et qui est la plus utilisée. Donc, en fait, c'est une centrifugation ordinaire, donc où on ne centrifuge pas pour séparer les molécules entre elles, pour séparer soit des macromolécules, donc soit donc des particules. Bien. Alors maintenant, pour une macromolécule donnée ou pour une particule donnée, donc qu'est-ce qui va faire que ça va sédimenter plus ou moins rapidement? L'agitation. بنيتي فين بان لك بنيتي شي agitation. de cette molécule. Oui? J'ai pas entendu. La densité, la différence de la densité des molécules. D'accord, donc en fait, c'est exact, donc c'est sa densité. Et quand vous me dites densité, donc vous avez quoi en tête? C'est quoi la densité? Ici, c'est presque la taille. Donc, les Sous l'effet macromolécules de- grosses, Monsieur, donc tu m'as l'air d'être un bon étudiant, donc depuis le début, donc tu étais là, tu es assidu, etc. Tu fais attention. Dans la science, il y a pas quelque chose qui s'appelle presque. C'est pas presque la taille, et presque la taille, c'est pas scientifique, monsieur. Monsieur, selon l'effet D'accord. de la gravité, Non, comment? selon l'effet de la gravité. Alors, on parle de centrifugation, vous me parlez de gravité. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. monsieur, c'est les grosses molécules qui vont sédimenter le premier. C'est les Monsieur, grosses macromolécules. monsieur, vous n'avez pas compris la question. Je répète la question. Donc, voilà, donc ce qui vous fait perdre Monsieur, les jours d'examen. Hein? Donc, ma question était quoi? Pour une macromolécule donnée ou pour une particule donnée, qu'est-ce qui va faire qu'il va sédimenter rapidement ou lentement? C'était ça la question. Donc, il n'y a pas à comparer les molécules. Oui, oui, mademoiselle. en fonction de leur différence de densité, on les soumet à une force de centrifuge. En fonction de leur différence de densité. Leur différence. Leur différence de densité, vous parlez de quoi? À la séparation des molécules. Des molécules. Moi, je parle d'une molécule, mademoiselle. Je parlais d'une. Oui, C'est la vitesse de rotation qui lui permet. voilà, très bien. Donc, Oui. on y arrive doucement. Donc, voilà. Donc, en fait, pour une macromolécule, ce qu'il va faire, qu'il va sédimenter rapidement ou pas. Donc, c'est la La vitesse. vitesse de rotation, oui. D'accord. Donc, c'est la vitesse de rotation. C'est-à-dire, en fait, cette vitesse de rotation, en fait, elle est liée à la force centrifuge. C'est-à-dire, plus ça tourne vite, si ça sédimente vite, c'est qu'en fait, la force, elle est de plus en plus intense. Donc, c'est ça, parce qu'en fait, ce qui fait sédimenter, c'est pas la rotation, c'est la force qui apparaît lors de la rotation et qu'on appelle force centrifuge. Alors maintenant, si vous augmentez la rotation, donc, en quelque sorte, c'est l'intensité de cette force va augmenter. Et si l'intensité de cette force va augmenter, donc ça va aller beaucoup plus vite. Oui, tout à fait. Alors maintenant, est-ce qu'il y a autre chose qui va faire que ça va sédimenter vite ou moins vite? Est-ce qu'en fait, donc, cette particule-là ou cette macromolécule, donc, à une vitesse de rotation donnée, est-ce qu'il va sédimenter avec la même vitesse si vous la mettez dans l'eau, ou si vous la mettez dans l'éthanol, ou si vous la mettez dans l'huile, ou si vous la mettez dans un autre milieu? Est-ce que ça va? Non, Hmm? c'est Non, selon la monsieur. masse du solvant aussi. Ça dépend. De la masse du solvant. Enfin, je ne sais pas si ça dépend de la masse ou pas, donc je ne sais pas pourquoi vous me parlez de masse de solvant. Alors ça, je ne sais pas pourquoi vous me parlez de masse. Alors, ça dépend du milieu. Ça dépend du milieu. Monsieur, ça dépend de la densité.
Donc, ça dépend de Ça milieu. dépend de la densité. Monsieur, ça dépend du milieu. Ça dépend du milieu. Alors maintenant, on va essayer de réfléchir, c'est quoi dans ce milieu-là qui va faire en sorte que cette molécule va sédimenter vite ou pas? On a compris que c'est différent. Très bien. Donc, enfin, on l'a compris. Donc, vous l'avez compris d'une manière intuitive. Que ça va dépendre du milieu. C'est-à-dire, si cette macromolécule ou cette particule, vous allez la mettre dans de l'eau ou vous allez le mettre dans de l'huile. Donc, si vous centrifugez, donc en fait, à la même vitesse, donc en fait, ça va pas sédimenter et de la même manière dans le temps, c'est-à-dire peut-être dans l'eau, ça va sédimenter rapidement, beaucoup plus rapidement que dans l'huile, donc, par exemple. Alors maintenant, c'est quoi dans un solvant, c'est-à-dire comment le solvant agit sur cette sédimentation? Alors maintenant, pour comprendre la première chose ici, c'est en fait, imaginez donc que cette particule, c'est une bille. C'est une bille en plastique. Donc c'est une petite boule en plastique. D'accord? C'est bon? Alors maintenant, si vous essayez de la faire plonger dans un récipient où il y a de l'eau, il vous faut déjà une force pour la faire plonger. Il faut appuyer dessus. Oui ou non? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, Oui, s'il vous faut une force pour appuyer, pour que ça aille dans un sens, c'est qu'en fait, tout simplement, il y a une autre force qui ne la laisse pas, qui s'oppose à ce que vous êtes en train de faire. Alors, pour la faire plonger, il vous faudra une force supérieure à la première force qui ne la laisse pas plonger. D'accord? Est-ce que vous avez compris ce petit raisonnement? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Si vous avez une petite Oui, monsieur. de plastique, si vous la mettez dans un seau d'eau, il vous faut bien appuyer dessus pour que ça plonge. Oui ou non? Alors ça, Oui. c'est ce que Oui, Monsieur, oui. Oui. si vous voulez être un peu scientifique et inverser un peu les choses, vous vous dites, donc s'il me faut une force pour la faire plonger, en fait, c'est qu'il y a une autre force qui ne la laisse pas plonger. D'accord? C'est qu'il y a quelque chose d'autre qui ne la laisse pas plonger. D'accord? Alors maintenant, est-ce que je vais donner un autre exemple dans un sac de riz. Donc, un sac de riz. Alors maintenant, on va plus prendre une boule de plastique, mais une petite bille en fer, en acier. Si vous la laissez donc que dans ce sac, au-dessus de ce sac, est-ce qu'il va descendre de plus en plus? Non. Elle a besoin d'une force pour l'aider à descendre. Non, non, monsieur. Donc, si vous faites ça, donc ça va plonger petit à petit. Donc, votre boule en acier donc va plonger petit à petit. Sans faire bouger le sac. Elle va plonger dans le sac de riz. Donc, il n'y a que des grains de riz là-dedans. Donc, ça va plonger doucement là-dedans. Alors maintenant, dans ce chemin, donc, quand cette bille de plastique plutôt, donc plonge petit à petit dans ce sac de riz. Donc en fait, la vitesse va être peut-être très 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 lente, d'accord? Alors maintenant, ce qui m'intéresse ici dans cet exemple-là, qu'est-ce qui l'empêche d'aller vite? Mais est-ce qu'on peut dire que la masse volumique du solvant, Non, mais là, il n'y a pas de solvant, monsieur. Donc vous avez du riz dans un sac, vous mettez une boule de feu en acier très massive,
donc au-dessus, donc il aura tendance à descendre petit à petit, mais ça va être extrêmement lent. Pourquoi? Si ça va être lent, qu'est-ce qui l'empêche d'aller vite? Alors, À cause de la densité de durée. il y a quelqu'un qui partage son écran de téléphone. Alors, je répète, il y a quelqu'un. Monsieur, d'appliquer. Monsieur, Alors, je d'appliquer répète, une d'abord, il y a vitesse quelqu'un qui initiale. partage son écran de téléphone ici. Bon. Bon. Alors, s'il vous plaît, Bien, voilà, donc on est revenu à la situation normale. Donc, on continue. Donc, en fait, Monsieur, on ne voit pas l'écran de la présentation. alors, c'est pas très grave. Donc voilà, donc ça va repartir. Alors maintenant, donc, ce qui est important, donc, c'est qu'on comprenne déjà tous les mécanismes qui jouent là-dedans. Alors, vous avez compris, donc, à travers donc, cet exemple donc, de petite boule en plastique, c'est qu'en fait, pour que ça plonge, il y a quelque chose qui va s'opposer à sa progression, à son mouvement, donc, à travers un solvant ou à travers l'eau. On va y revenir. Alors maintenant, dans ce deuxième exemple que je vous ai donné, donc maintenant, donc on a une bille en acier massive, c'est-à-dire donc qui est très dense, que vous mettez donc sur un sac sur du riz. Donc en fait, ça va glisser doucement vers le fond. Mais ça va être très, très, très lent. Alors maintenant, ce qui est intéressant ici, pourquoi? Qu'est-ce qui l'empêche d'aller vite? Mais c'est une deuxième force qui est opposable aux gravités. Oui, Monsieur, c'est la force de résistance. qu'est-ce que vous appelez force de résistance? C'est la force qui s'oppose au déplacement d'un corps. Alors ça, c'est juste vous qui l'appelez comme ça. Donc la force qui s'oppose au déplacement d'un corps, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une autre force, n'importe quelle autre force. Monsieur, Oui. Oui, je vous écoute. Oui. le frottement entre les molécules de solvant et molécules de solidité. Alors, monsieur, donc vous copiez La force de frottement. arrêtez d'être un copieur. Donc, ça n'aide en rien. Ça ne nous aide en rien, ça vous aidera en rien. Donc, les forces de frottement entre molécules. Donc, je n'ai pas parlé de molécules, monsieur. J'ai parlé d'une bille en acier et des grains de riz. Et pour être copieur, pour copier et pour tricher, il faut être un minimum intelligent et prendre des précautions. Alors, en fait, ce sont des forces de frottement.
Alors, en fait, c'est le contact avec de la bille avec les autres grains. Donc, ce sont les autres grains, en fait, qui vont gêner la progression de la bille. Donc, parce qu'en fait, il y a un frottement. Donc, c'est la force de frottement donc, qui va empêcher et la progression. Alors maintenant, si on imagine que ces grains-là de riz, donc en fait, ils sont enduits d'huile. C'est-à-dire, donc, dans toute leur surface, il y a beaucoup d'huile. Si vous mettez cette bille, est-ce que ça va progresser plus vite ou moins vite? C'est plus vite. Pourquoi? Plus vite. Parce qu'il y a moins de frottement. Voilà. Donc Moins de ça, c'est frottement, oui. pour vous expliquer en fait qu'est-ce qui la freine. Ce sont les forces de frottement. Oui, Monsieur, oui, je vous écoute. monsieur, ce frottement, c'est lié à la viscosité. C'est lié aussi à la viscosité. Donc c'est lié à la viscosité. de Alors solvant. ici, donc, je ne sais pas si vous comprenez donc ce que c'est que la viscosité. Quand vous parlez de viscosité, est-ce que vous visualisez donc à une échelle moléculaire ce que c'est que cette viscosité ou pas? Alors maintenant, donc Non, en fait, monsieur. il y a des Si vous pouvez solvants ou expliquer. des liquides qui sont plus ou moins visqueux. Ça, on définit cette viscosité par rapport à ce qu'on voit, par rapport à une difficulté, à une facilité ou une difficulté d'écoulement. C'est-à-dire, si vous voulez faire écouler du miel, ça va couler, bien sûr, mais ça va couler beaucoup plus difficilement que de l'huile et beaucoup plus difficilement que de l'eau. Oui ou non? D'accord? Oui, monsieur. Alors Oui, maintenant, monsieur. Oui, monsieur. voilà, ça c'est l'apparition phénoménale en fait de la viscosité. Donc ça, c'est ce qu'on voit et qu'on traduit comme étant de la viscosité. Mais à l'échelle moléculaire, c'est-à-dire à l'échelle des molécules, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, quand les molécules peuvent glisser les unes sur les autres, quand les molécules d'un solvant glissent les unes sur les autres. Donc si vous avez un sac de billes, un sac, vous avez joué aux billes, j'espère que oui. Oui, bien sûr, monsieur. Oui, monsieur. Un sac de billes, donc si vous le renversez, donc on fait toutes les billes, donc en fait se déversent rapidement. Oui ou non? Parce qu'en fait, ils roulent les unes sur les autres. Alors les solvants aussi, à la place des billes, mettez des molécules. À la place des billes, mettez des molécules. Donc si les molécules roulent les unes sur les autres, comme ça, donc le solvant va avoir une viscosité faible, donc il va s'écouler facilement. Alors maintenant, quand les molécules sont attachées les unes aux autres, quand les molécules ont des interactions les unes avec les autres. Donc en fait, pour qu'une s'écoule, donc en fait, puisqu'il est attaché aux autres, enfin quand je dis attaché, ce n'est pas des liaisons covalentes, j'insiste, mais d'autres types de liaisons. Et généralement, ce sont des liaisons faibles. Donc, quand ils sont attachés les unes aux autres, quand une molécule va rouler, donc puisqu'il est attaché aux autres, donc il ne va pas pouvoir donc rouler sur les autres facilement. Il est retenu par les autres. Et par conséquent, les molécules ne roulent pas facilement les unes sur les autres. Et tout un solvant qui est formé de molécules de ce genre-là, donc va devenir très visqueux. D'accord? Et généralement, donc, pour un solvant donné, sa viscosité augmente avec la diminution de la température. Plus vous augmentez la température, plus il y a moins de viscosité.
Alors, je disais, donc en fait, une autre manière de le comprendre, c'est pour un solvant donné, c'est-à-dire pour l'huile, donc prenez l'huile, donc en fait, sa viscosité va diminuer en fonction de sa température. C'est-à-dire, plus la température est élevée, plus votre huile va s'écouler plus facilement. Alors, en fait, les températures, je l'ai dit peut-être à plusieurs reprises dans ce cours, donc en fait, elle détruit, c'est l'agitation, ça traduit l'agitation moléculaire, et les liaisons faibles sont très sensibles à l'élévation de la température. C'est-à-dire, dès que la température augmente, donc en fait, les liaisons faibles sont détruites. Alors maintenant, donc en fait, cette viscosité, donc ce que vous devez comprendre quand vous parlez de viscosité, c'est qu'en fait, c'est à l'échelle moléculaire, donc les molécules qui ont peu d'interactions entre elles. Les molécules qui ont peu d'interactions entre elles vont constituer un solvant très peu visqueux. Les molécules qui ont beaucoup d'interactions entre elles donc, vont constituer un solvant très visqueux. Alors, si vous revenez à cet exemple d'huile, en fait, l'huile, donc j'espère que vous savez ce que c'est, donc chimiquement. Oui, monsieur. C'est quoi? C'est un lipide. Oui, mais vous ne m'avez pas encore rien dit. Donc, vous me dites de l'huile, des lipides. Donc, en fait, ça a très peu de chimie. Il y a très peu de chimie là-dedans. Oui, c'est quoi comme molécule? Acide gras. Voilà, donc il y a beaucoup d'acides gras. Donc, c'est des triglycérides. Donc, il y a beaucoup d'acides gras. Donc, en fait, les acides gras, c'est quoi comme taille de molécules? C'est des petites molécules, c'est des grosses molécules. C'est Petites molécules. comment? Des grosses molécules. Donc, en fait, ça dépend, c'est relatif, donc ça dépend par rapport à quoi, mais par rapport, par exemple, à l'eau, c'est des grosses molécules. Donc, on fait un acide gras, donc généralement, c'est 14, 16 carbone, 18 carbone, 20 carbone, etc. Donc, c'est beaucoup plus grand que la molécule d'eau. Donc, c'est une chaîne beaucoup plus longue, beaucoup plus grande que la molécule d'eau. Et ces acides gras, ils ont une interaction entre eux. C'est-à-dire, en quelque sorte, les uns vont s'accrocher aux autres. C'est pourquoi c'est ce qui rend un lipide très visqueux. Monsieur, Oui. Oui. ce sont des liaisons hydrogènes. Comment? Ah, ok. D'accord, monsieur, d'accord. J'ai rien dit. J'ai une question, monsieur, Oui. s'il vous plaît. Monsieur, pour l'eau, on savait déjà que l'eau est composée de une molécule d'oxygène et deux d'hydrogène. Donc, il y a plus de liaisons faibles dans un verre de l'eau, par exemple, qui s'appelle les liaisons hydrogènes. Donc, Non, mais ça dépend de la température. Donc, en fait, il y a beaucoup de liaisons hydrogène, oui, dans l'eau, mais par rapport à la molécule d'eau, donc c'est une petite molécule. C'est une petite molécule, contrairement à la molécule d'un acide gras, par exemple, qui est une longue chaîne. Alors, imaginez ça comme si vous avez des petites billes et que vous avez là un fil, donc qui est très long et qui est enchevêtré avec d'autres fils, donc ce qui rend donc en fait l'écoulement très très difficile. oui, monsieur. Donc, la viscosité dépend de la taille des molécules et aussi des liaisons faibles. Le nombre des liaisons d'hydrogène engagées pour chaque molécule. Oui, monsieur, merci. D'accord. Monsieur, Pas uniquement les liaisons hydrogène, donc toutes les liaisons faibles, type Van der Waals, et autres. Oui, seulement les liaisons hydrogène? ben, je viens de répondre. Je viens de répondre. Je dis donc pas uniquement les liaisons. Il y a un problème de connexion. Donc voilà, donc je viens de répondre. Donc c'est pas uniquement donc toutes les liaisons faibles, tout type de liaisons faibles qui peuvent retenir des molécules entre elles. Bien. Alors on continue. Donc si vous avez compris, donc on fait ces deux exemples-là, vous avez compris ce qui arrive à une macromolécule dans une solution. C'est-à-dire il y a quelque chose qui va s'opposer à sa progression, qui va la pousser comme la balle en plastique, et puis il y a quelque chose également qui va la retarder
comme la balle, comme la bille en fer. Donc, il y a les forces de frottement. Donc, même si à l'échelle moléculaire, c'est-à-dire que ce soit des molécules du solvant ou des macromolécules ou des particules, donc en fait, ces deux exemples-là que je vous ai donnés, donc s'appliquent aussi. C'est-à-dire une molécule qui va aller de plus en plus en profondeur dans un solvant, en fait, ce mouvement-là, il va se faire avec un frottement avec les autres molécules. Et les frottements avec les autres molécules vont retarder sa progression. D'accord? Est-ce que c'est clair? Alors, Oui, monsieur. donc cette molécule-là, qui va essayer d'aller en profondeur, va être également repoussée par quelque chose, comme c'est le cas de la petite balle en plastique. Alors maintenant, c'est quoi ce quelque chose qui pousse les objets, qui s'oppose aux objets de sédimenter ou de décompter dans un solvant ou dans l'eau, si vous préférez que ce soit dans l'eau? C'est quoi? C'est quoi qui empêche le bois, par exemple, de plonger dans de l'eau? Pourquoi du bois, Monsieur, ça la flotte? force d'Archimède. La poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède. Ça s'appelle la poussée d'Archimède. Alors maintenant, vous qui me parliez de poussée d'Archimède, il faudra m'expliquer ce que c'est. Parce C'est que quoi? toutes les corps se plongent dans un fluide, ça exerce une force qui empêche le plonge dans ce fluide. Oui, mais pourquoi il y en a d'autres qui plongent? Donc, si vous mettez donc une bille de fer dans de l'eau, donc ça va plonger. Monsieur, parce que Oui. la densité de la planche est Parce que- inférieure à celle de l'eau. Monsieur, Parce que la densité. De la planche est inférieure à celle de l'eau. Alors maintenant, Monsieur. mademoiselle, Ça dépend à la surface. pourquoi un bateau flotte? Vous qui me parlez de densité, donc pourquoi un bateau? Parce que la forme du bateau, Pourquoi un bateau flotte? Juste pour vous dire, donc en fait, c'est pas vraiment une question de densité du matériau. Ah, les bateaux, ils sont faits. monsieur, Les bateaux, ils sont Monsieur. faits. Vous attendez. monsieur, Vous attendez, oui, donc en fait. Alors, les bateaux, ils sont faits en acier, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu des bateaux? oui, monsieur. Donc, ils sont faits en acier. Alors, si vous mettez de l'acier sur l'eau, donc normalement, donc ça plonge. Un bateau, ça ne plonge pas. Pourquoi? Donc, c'est pas. Parce que la face parce du que la bateau, force d'Archimède est supérieure au Et c'est quoi cette force d'Archimède, monsieur? monsieur, Monsieur le Graoui? parce que la force C'est quoi la force? Quand vous me dites force. est supérieure à la force gravitaire. Oui, mais je veux comprendre ce que c'est que cette force d'Archimède. C'est quoi? Cette poussée d'Archimède, ça correspond à quoi? Alors en fait, un objet qui flotte sur l'eau, donc on en parle pour l'eau, mais on peut en parler pour n'importe quel fluide. Donc un objet qui flotte, en fait, il y a toujours une partie émergée, c'est-à-dire au-dessus du niveau de l'eau, et il y a une partie qui est au-dessous, n'est-ce pas? oui, monsieur. Alors maintenant, en fait, à quoi ça correspond cette poussée d'Archimède? Donc, ça correspond juste à l'équation toute simple suivante, c'est qu'en fait, si le volume de l'eau,
le volume de l'eau écarté par l'objet. C'est-à-dire quand l'objet il va plonger, il va écarter un volume d'eau, il va prendre sa place. D'accord? Ça correspond au volume de l'objet qui est sous l'eau. Donc avant que ça plonge, c'était de l'eau, n'est-ce pas? Alors maintenant, quand ça plonge, donc il y a une partie de cette eau-là, un certain volume de cette eau-là, qui est remplacé par le volume de votre objet. D'accord? Oui. Alors maintenant, donc la masse de cette eau est exactement égale à la masse de l'objet. La masse de l'eau écartée par un objet est égale à la masse de l'objet pour que ça puisse flotter. Monsieur, Alors vous attendez, mademoiselle. Alors maintenant, donc il y a deux cas. Soit que l'objet, il va écarter, le volume d'eau qu'il va écarter va avoir une masse supérieure à sa masse, et dans ce cas-là, l'objet va flotter, c'est-à-dire le volume d'eau, la masse du volume d'eau écarté par l'objet, il est supérieur à la masse de l'objet. Donc l'objet va flotter. C'est ce qui arrive pour le bois. Si vous mettez un morceau de bois, donc il va écarter juste une petite partie d'eau. Donc la masse de cette eau, elle est toujours supérieure à la masse de l'objet. D'accord? Alors maintenant, donc si un objet, il va écarter, si la masse d'eau écartée par l'objet est inférieure à sa masse, l'objet va couler. Si vous prenez une bille en fer, donc si vous prenez le même volume, le volume de la bille, vous le prenez en eau, la masse de cette eau va être inférieure à la masse de la bille. Donc voilà, et elle va plonger. Alors maintenant, si vous vous débrouillez pour que le volume d'eau écarté soit, la masse de ce volume d'eau écarté soit inférieure à la masse de l'objet, donc ça ne va jamais plonger. C'est-à-dire, si vous faites un bateau, par exemple, en acier, et la quantité d'eau qu'il va écarter, quand vous le mettez sur l'eau, la masse de cette eau va être inférieure à la masse tout entier du bateau. Donc, le bateau va flotter, qu'il soit en acier, en béton ou n'importe quel matériau. Donc, en fait, c'est ça la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède, il correspond donc en fait à cette masse d'eau écartée par les objets quand vous les mettez dans un liquide. Ici, on parle d'eau. Bien. Alors maintenant, donc, on a essayé de comprendre donc, tous ces éléments-là, donc la viscosité, le frottement et la poussée d'Archimède. Donc, en fait, si on revient juste à ce qui nous intéresse dans ce cours-là, donc c'est-à-dire à cette centrifugation, c'est-à-dire à cette progression d'une particule dans un solvant. Alors, en fait, donc, cette particule ou cette macromolécule, en plongeant dans le solvant, donc, en fait, il va subir toutes ces forces-là. Il va subir la poussée d'Archimède, il va subir les frottements, il va subir la force centrifuge. Alors, pour que ça progresse dans le solvant, il faut que la force centrifuge soit supérieure aux forces qui l'empêchent de progresser. C'est-à-dire la gravité, il y a toujours la force de gravité, il y a les forces de frottement, il y a la poussée d'Archimède. Alors maintenant, pour la force de gravité, pour les molécules et pour les macromolécules, donc on va la négliger parce qu'en fait, c'est très faible. Parce qu'en fait, la masse d'une macromolécule, c'est 3 fois rien, c'est vraiment rien du tout. Donc la force de gravité donc, qui va agir sur cette macromolécule-là, donc en fait, son poids, il est presque négligeable devant les autres forces. Donc voilà. Donc en fait, donc, vous suivez maintenant la présentation, donc je vais essayer donc, de vous passer les diapos. Donc si vous avez compris tout ça, donc vous avez presque compris donc, ce qu'il y a sur la centrifugation. Donc il reste juste deux petites formules, donc, mais c'est un rien du tout, et 2 petites notions. Vous arrivez donc à voir? Oui, monsieur.
Alors, maintenant, ici, c'est juste les schémas de centrifugeuse. Donc, en fait, ici, vous mettez vos tubes, et puis si vous faites tourner, donc ça va faire quelque chose comme ça, et puis ça va se mettre à l'horizontale. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des rotors libres. Donc, et la force de centrifuge, donc, il va dans ce sens-là, il va tirer dans ce sens-là. Alors, ici, donc, en fait, ce que vous aurez peut-être l'occasion de voir dans vos TP, donc, c'est des rotors comme ça. Ici, vous voyez des trous. Oui. C'est là où vous allez mettre vos tubes qui contiennent donc votre échantillon à centrifuger. Ça va tourner et puis donc en fait donc la force centrifuge donc va agir pour faire sédimenter vos particules que vous allez retrouver ou vos macromolécules que vous allez retrouver au fond. Alors ce que vous retrouvez au fond, c'est ce qu'on appelle un culot de centrifugation. Alors maintenant donc si on prend donc, tout ce que j'ai expliqué donc, il y a un petit moment, sur une particule donnée, donc, au cours de la centrifugation, il va subir donc, la force centrifuge qui va tirer sur la particule pour la faire sédimenter, donc, cette force centrifuge qui va apparaître lors de la rotation. Et puis, il y a les forces de frottement qui vont l'empêcher, qui vont freiner la progression de la particule. Il y a également la force d'Archimède ou la poussée d'Archimède qui va également essayer de s'opposer à la progression de la particule lors de la centrifugation. Alors ça, c'est des petites notions donc normalement de physique que vous devez déjà connaître. Donc en fait, une force centrifuge donc, qui apparaît lors de la rotation, elle est égale à la masse de la particule multiplié par la vitesse de rotation angulaire au carré, multiplié par le rayon. Alors en fait, c'est ce que vous avez déjà, c'est à quoi vous avez déjà répondu tout à l'heure. Alors, quand je vous ai posé la question, qu'est-ce qui fait qu'une particule donc, va sédimenter plus rapidement ou moins rapidement? Alors, vous m'avez répondu que c'est la force de rotation, d'accord? Et vous m'avez, enfin le rayon, on en a parlé, donc j'ai oublié, donc, mais je vais en parler à l'instant. C'est-à-dire pour une particule donnée, ce qui va faire que la force centrifuge va être plus intense ou moins intense. C'est les plus intenses, c'est que la particule va sédimenter rapidement. C'est les moins intenses, donc il va prendre beaucoup plus de temps. Alors en fait, pour une particule donnée, donc en fait, ceci va dépendre de la vitesse de rotation. C'est-à-dire plus cette vitesse de rotation est importante, plus la force est importante et plus la vitesse de sédimentation est importante. Donc, sauf que ce n'est pas proportionnel à la vitesse angulaire, c'est-à-dire à la vitesse de rotation, mais il est proportionnel au carré de la vitesse angulaire. D'accord? Et puis, ça dépend aussi du rayon. Il est proportionnel au rayon. Alors, en fait, ça, donc, si vous faites tourner, donc, si vous revenez donc à ce jeu pour faire tourner un seau, donc, si le rayon de la rotation est faible, vous aurez du mal à retenir l'eau qu'il y a dans le seau. D'accord? Vous aurez du mal avec la même vitesse de rotation. Vous pouvez y arriver, mais si vous mettez un rayon beaucoup plus grand, c'est-à-dire si vous tenez votre seau par une corde et vous le faites tourner, avec la même vitesse de rotation, ça va être retenu. C'est-à-dire, en fait, plus le rayon est important, plus la force centrifuge est importante. Est-ce que vous avez compris donc ceci? Est-ce que vous le visualisez? Est-ce que vous avez déjà joué à ça ou pas? Oui. Oui, monsieur. C'est le même principe aussi. C'est le même principe aussi des lance-pierres. Quand vous mettez des pierres dans un lance-pierre, si vous voulez leur donner le maximum de force, il faudra que le lance-pierre soit le plus long, que vous ayez un rayon le plus grand, un rayon de rotation le plus grand possible. N'est-ce pas, monsieur? Vous avez déjà fait ça? Non? Vous n'avez pas... Oui. Monsieur, le principe de force centrifuge est même que le principe de force de Coriolis.
Oui, c'est exactement la même chose. La force de corrélation, on parle pour les planètes. Donc ici, donc pour tout mouvement de rotation, on parle de force centrifuge. Oui, monsieur. C'est bon? Oui, Oui, monsieur. monsieur, c'est clair. Alors maintenant, donc, cette force centrifuge, elle est d'autant plus importante que la vitesse de rotation est importante, elle est d'autant plus importante que le rayon de la rotation est important, c'est ce que vous avez là. Donc la force de centrifuge, elle est égale à la masse de la particule, donc que multiplier la vitesse angulaire au carré, que multiplier le rayon. Alors maintenant, aussi, si vous gardez la vitesse à une vitesse angulaire déterminée et un rayon déterminé, plus la particule est massique, plus la force centrifuge est importante. C'est-à-dire avec la même, c'est-à-dire avec la même vitesse angulaire et avec le même rayon, si vous mettez quelque chose de très léger, la force, ça ne va pas être la même si vous mettez quelque chose de plus lourd. C'est normal. Vous mettez quelque chose de plus léger, donc si vous faites tourner à la même vitesse, peut-être vous n'allez pas pouvoir le déplacer, mais si c'est plus lourd, vous allez pouvoir le déplacer rapidement. Donc si ça se déplace rapidement, c'est que la force qui agit dessus, elle est beaucoup plus importante. Donc en fait, c'est comme ça qu'on détermine que la force centrifuge, elle est proportionnelle à la masse de la particule. Plus la masse est importante, plus la force est importante. Il est proportionnel à la vitesse, à l'axe de rotation. Il est proportionnel au rayon également. D'accord? C'est bon? Alors maintenant, donc j'espère qu'à travers donc ces petites manières d'expliquer, vous arrivez à comprendre des petites formules. Donc ça fait maintenant 2 ou 3 fois que je vous explique des formules de cette manière. Donc en fait, c'est pas très compliqué donc quand on s'y met. Donc il y a des règles de proportionnalité et d'inverse proportionnalité, tout simplement. C'est bon? Oui, monsieur. Bien. Alors maintenant, la force, la poussée d'Archimède, donc en fait, c'est la même chose que la force de centrifugation, sauf qu'ici, donc on va pas parler donc en fait de la masse de particules, mais on va parler de la masse du liquide déplacé par la particule. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport à la poussée d'Archimède. Donc, en fait, c'est la masse du liquide déplacée par la particule ou par l'objet fois la rotation angulaire au carré fois R. Et c'est ça qu'on appelle la force d'Archimède. Alors, la masse du liquide déplacé, c'est quoi? C'est la masse volumique ou la densité du liquide fois le volume de la particule. La densité, vous comprenez ce que c'est? Oui ou non? C'est quoi la densité? C'est une masse par un La volume, masse monsieur. volumique du fluide sur la masse volumique d'un fluide de référence. C'est la masse par le volume. Donc, densité, donc ρ, c'est la masse par volume. Donc, si vous voulez avoir la masse, donc c'est ρ, donc la densité fois le volume. Donc, c'est ce que vous avez dans cette formule-là, tout simplement. Alors maintenant, les forces de friction ou de frottement, donc en fait, ils sont proportionnels à la vitesse, pas angulaire, mais ils sont proportionnels à la vitesse linéaire, c'est-à-dire avec la vitesse avec laquelle progresse votre particule. Alors, plus la vitesse avec laquelle progresse votre particule linéairement dans le solvant est importante, plus les forces de frottement sont importantes. Et ici, F, c'est un coefficient donc, de proportionnalité tout simplement. Donc, il va dépendre de la particule et du solvant. C'est-à-dire ces forces de frottement, ils vont dépendre de la particule elle-même ou de la molécule elle-même, de sa forme, et puis également des molécules de solvant. Donc, ça va. Et ce facteur de proportionnalité F, qu'on appelle le coefficient de friction, donc il va dépendre de ça, de la particule dans chaque cas, donc ça dépend de la particule. Donc une particule donnée va développer donc un certain niveau de frottement avec des molécules d'un solvant donné. Alors maintenant, quand vous avez donc en fait l'ensemble de ces forces
l'ensemble de ces forces qui agissent donc sur une particule. Alors cette particule, donc il va se mettre en mouvement, il va se déplacer quand la force centrifuge est supérieure à la somme des forces qui s'opposent à la progression. Je vous ai tout à l'heure expliqué qu'en fait, il y a la force aussi de gravité qu'on néglige. Il est négligeable pour les molécules et même pour les macromolécules. D'accord? Donc en fait, tant que cette force qui tire elle est supérieure aux forces qui freinent, donc la particule va continuer à progresser. En fait, la progression de la particule va s'annuler, va s'arrêter quand la résultante ou la somme des forces est égale à 0. C'est-à-dire quand la force centrifuge est égale à la somme des forces qui s'opposent à la progression, c'est-à-dire les forces de frottement et la poussée d'Archimède. Quand ces deux forces-là sont égaux, en fait, celle qui tire et celle qui freine, qu'est-ce qui va arriver? Votre particule va s'immobiliser, tout simplement. C'est-à-dire, quand vous centrifugez, quand la force centrifuge est égale à la somme des deux autres forces, donc votre particule ne bougera plus, il va rester à un niveau donné. Et ça, on va y revenir donc pour son utilité. Mais, alors maintenant, développons un petit calcul à partir de ça. Donc, en fait, quand la somme de ces forces est nulle, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que cette force centrifuge, moins la force d'Archimède, moins la force de frottement. Pourquoi moins? Alors ici, on a plus, mais ici, on met des moins. Parce qu'en fait, ils sont de sens opposés. Ici, c'est une somme vectorielle, et là, vous avez une somme scalaire. Donc, en fait, c'est la force d'Archimède et la force de frottement, ils s'opposent à la force centrifuge. Alors, quand vous faites la somme de tout ça, la particule donc, va s'arrêter de progresser quand cette somme est nulle. Alors, à partir de cette formule, vous allez arriver à ça facilement. Vous mettez oméga carré R. Ici, vous avez oméga carré R. Et là, vous avez oméga carré R. Vous la mettez en facteur. Et ça va vous donner M moins rho Vp, M moins rho Vp, facteur de oméga R. Vous le faites passer de l'autre côté. Ça va se retrouver sur le dénominateur. Alors, vous faites passer Fv de l'autre côté. Vous laissez V de l'autre côté, vous faites passer le facteur de frottement, le facteur de friction de l'autre côté, donc ça va se retrouver, et là aussi dans le dénominateur. Donc en fait, c'est un petit calcul tout simple. Alors maintenant, une particule donnée donc, va s'arrêter de bouger à ce niveau-là, et ça va déterminer donc un rapport de sa vitesse de progression linéaire ici, par rapport à la vitesse de rotation et qu'on appelle le coefficient de sédimentation. C'est-à-dire chaque particule va se retrouver à l'équilibre lors d'une sédimentation, lors d'une centrifugation, quand la vitesse de progression sur le rapport un rapport de sa vitesse sa vitesse de progression linéaire et la vitesse de rotation de la centrifugation. Et ce coefficient de sédimentation, il est spécifique aux particules. C'est-à-dire, pour chaque particule, donc, vous aurez un coefficient de sédimentation. Alors, l'unité de ce coefficient de sédimentation, c'est le Svedberg. Alors, le Svedberg, c'est le nom, juste le nom du scientifique suédois qui a travaillé sur ça et qui a déterminé ce coefficient de sédimentation S pour différentes particules et l'unité également, donc on l'a attribué donc à ce monsieur-là, donc c'est le Svedberg, mais en fait un Svedberg, il est égal en unité internationale à 10 à la puissance moins 13 secondes. Alors maintenant, dans ce tableau-là, vous avez des coefficients de sédimentation différentes. Vous avez
des coefficients de sédimentation de différentes particules. Ici, donc, vous avez le cytochrome C, c'est une protéine, la myoglobine, c'est une protéine, l'insuline également. Et vous en avez un tas, c'est juste pour exemple, et ici, donc voilà, donc vous avez 1,7 Svedberg, 1,82 Svedberg pour la myoglobine. Ça revient donc à ce que je viens de dire, c'est chaque particule, chaque macromolécule a un coefficient de sédimentation déterminé. Alors maintenant, ce qui est important par rapport à ce coefficient de sédimentation, c'est qu'ils ne sont pas additifs. Je m'explique. C'est-à-dire si vous avez une particule qui est elle-même formée de deux sous-particules, de deux éléments. Si vous avez les coefficients de sédimentation de chaque élément, ce n'est pas en faisant la somme des deux que vous avez le coefficient de sédimentation de la particule entière. Ça ne s'ajoute pas. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir, donc en fait, un coefficient de sédimentation additif. Vous ne pouvez pas avoir le coefficient de sédimentation d'une particule à partir des coefficients de sédimentation des sous-unités qui forment la particule. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Alors faites attention, ce n'est pas additif. Alors maintenant, il y a une particularité ici technique et expérimentale, mais qui est importante. En fait, ici, quand vous voulez répéter une expérience, c'est-à-dire quelqu'un a déjà travaillé sur ce que vous voulez vous analyser et qu'il vous dit donc qu'il faut centrifuger à 4000 tours par minute ou à 5000 tours par minute pour pouvoir sédimenter telle ou telle autre chose. Alors, pour répéter la même expérience, pour faire la même expérience, il faudra que vous aussi, donc, que vous centrifugiez à la même rotation. D'accord? Mais si vous avez fait attention, vous avez sans doute remarqué qu'en fait, ce qui est important, ça, c'est l'intensité de la force centrifuge. Cette intensité de force centrifuge, il ne dépend pas uniquement de la force de rotation. Il dépend de la vitesse de rotation, mais il dépend également du rayon de la rotation. Alors maintenant, si vous voulez répéter la même expérience, avec la même vitesse de rotation, il vous faut aussi utiliser le même rayon pour avoir les mêmes résultats. Alors ça suppose que vous allez avoir la même machine, vous allez devoir avoir la même centrifugeuse que celle sur laquelle a travaillé donc votre collègue ou ce scientifique donc avant vous. Alors pour résoudre ce problème, en fait, on n'exprime plus les centrifugations en vitesse angulaire, en vitesse de rotation. On les exprime en force équivalente de... Alors, je reviens à ça. Donc, en force relative de centrifugation. Alors, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, cette force relative de centrifugation? C'est-à-dire, on va comparer la force centrifuge à la force de gravité terrestre. C'est-à-dire, on va vous dire qu'en fait, on a centrifugé avec la même force que la gravité terrestre. On a centrifugé avec une force qui est 10 fois supérieure à la gravité terrestre. On a centrifugé avec une force qui est 100 fois supérieure à la gravité terrestre, etc. Alors ça, donc si la force de gravité terrestre, c'est une constante universelle, donc ça ne change pas. Alors quand quelqu'un vous dit, donc j'ai centrifugé à 1000 G, 1000 G, ça veut dire 1000 fois, avec une force supérieure à 1000 fois la force de la gravité terrestre. Alors comme ça, donc vous savez, vous avez une idée sur la force centrifuge qu'il a utilisée. Et il faudra, maintenant tout le problème, c'est qu'il vous faudra reproduire, si vous voulez refaire la même expérience, il vous faudra reproduire la même force.
C'est-à-dire, vous avez votre machine, vous avez votre centrifugeuse, il faudra se débrouiller qu'avec votre centrifugeuse, que vous ayez la même force. Alors maintenant, donc, il y a une relation qui vous permet de passer des vitesses de rotation à la force d'attraction terrestre. C'est ce qu'on appelle la force relative de centrifugation. C'est-à-dire cette force relative de centrifugation, elle est égale à 1,118 10 puissance moins 5 fois le rayon, fois le nombre, la vitesse angulaire, c'est-à-dire le nombre de rotations par minute au carré. Alors ça veut dire quoi? Si on vous donne cette force-là, vous connaissez votre centrifugeuse, vous connaissez le rayon de votre centrifugeuse. Vous pouvez déterminer le nombre de rotations par minute qu'il vous faut dans votre appareil pour avoir la même force. Est-ce que vous avez compris? Alors maintenant, donc on va vous donner cette force-là. Vous avez votre appareil, vous connaissez votre appareil, vous connaissez le rayon de son rotor, le rayon donc de son rotor, et puis vous pouvez déterminer le nombre de tours par minute qu'il vous faut pour avoir la même force. Est-ce que c'est clair? Alors que si il vous dit, si un scientifique vous dit juste que j'ai centrifugé à 3000 tours par minute, il s'arrête. Alors, si vous mettez 3000 tours par minute, est-ce que vous êtes sûr d'avoir la même force centrifuge, le même résultat que lui? Non, monsieur. Voilà, parce que vous n'avez pas les mêmes appareils, donc parce que le rayon, donc, ça diffère d'une centrifugeuse à l'autre. Si vous voulez avoir le même résultat que lui, il vous faut exactement la même centrifugeuse que lui, sur laquelle il a travaillé. Donc, c'est pourquoi on exprime les centrifugations maintenant pas en nombre de rotations par minute, mais on les exprime en force G, c'est-à-dire la force centrifuge, il est de combien de fois supérieur à la force de gravité. Alors ici, dans cet exemple-là, par exemple, donc si quelqu'un vous dit qu'il a centrifugé à 1525 G, c'est-à-dire, donc, en fait, la force relative de centrifuge est égale à 1525 G. Alors, vous connaissez votre appareil, vous connaissez le rayon, donc, de son rotor, et vous pouvez déterminer le nombre de rotations par minute qu'il vous faut, vous, pour avoir la même force que lui, et pour avoir, par conséquent, le même résultat. Alors, maintenant, donc, vous n'êtes même pas obligé de calculer ça tout le temps, parce que, tout simplement, on a établi des diagrammes qui permettent ce calcul rapidement. Alors, vous avez d'un côté les vitesses, je ne sais pas, donc ce n'est pas très visible ici. Alors, j'essaie de voir ça. Donc, ici, donc, vous avez la vitesse de rotation angulaire ici. Alors, après, qu'est-ce que vous avez sur l'autre axe? Alors, vous avez la vitesse de rotation angulaire, vous avez la force équivalente en G dans cet axe-là, et vous avez le rayon dans cet axe-là. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle des nomogrammes. Alors, comment on exploite ça? Alors, comment on exploite ça? Donc, en fait, j'ai perdu la présentation. Voilà. Alors, comment on exploite ça? Tout simplement, donc, si vous avez la force relative de centrifugation, c'est-à-dire si vous avez le nombre de G, donc vous allez chercher le nombre de G que vous avez sur cet axe-là. Par exemple, ici. D'accord? Et vous avez le rayon de votre centrifugeuse. Alors, vous avez un point ici et un point là, par exemple, ou un point ici et un point là. Alors, vous allez tracer la droite qui relie les deux points. Alors, là où ça intercepte l'autre axe, ça va vous donner ici la vitesse avec laquelle il faut centrifuger.
Alors, si vous avez la vitesse angulaire ici, et vous avez le rayon, la même chose, vous avez un point ici et un point ici, vous tracez la droite et ça va vous donner la force équivalente centrifuge. C'est-à-dire ici, vous avez 3 paramètres, vous avez le rayon, vous avez le nombre de G et vous avez la vitesse de rotation. Il suffit d'avoir 2 pour avoir le troisième. Est-ce que vous avez compris comment on exploite ces nomogrammes, ce qu'on appelle des nomogrammes? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, voilà, vous avez 3 paramètres. Si vous avez 2, vous tracez la droite qui relie les 2 points et vous avez donc le troisième sur l'autre axe. Donc, c'est là où c'est l'intersection de votre droite avec l'autre axe, n'importe quel axe. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez déterminer la force relative centrifuge comme ça, vous pouvez déterminer la vitesse angulaire de rotation comme ça, vous pouvez déterminer le rayon qu'il vous faut comme ça aussi, si vous voulez, donc si vous avez les 2 autres. C'est bon? Alors maintenant, donc, on va finir, donc on part ce qu'on appelle donc une centrifugation sous gradient de densité. Alors jusqu'à présent, vous avez compris donc, que cette centrifugation, donc c'est des molécules, c'est des macromolécules ou des particules dans un solvant. Et ce solvant, bien sûr, il a une densité donnée, uniforme, dans tout votre tube de centrifugation. Alors maintenant, vous pouvez vous débrouiller également pour avoir dans votre tube différentes densités. Alors techniquement, comment ça se fait? C'est très facile. Donc en fait, ça se fait soit avec des solutions de saccharose ou avec des solutions de chlorure de césium. Alors le saccharose, vous savez ce que c'est? C'est le sucre de table que vous utilisez chaque jour. D'accord? Alors maintenant, si vous avez une solution de saccharose très concentrée et vous avez une autre solution de saccharose très diluée, laquelle qui aura le plus de densité? La plus concentrée, bien sûr, monsieur. Voilà, très bien. Alors, si vous avez compris ça, si vous avez différentes solutions de saccharose qui ont des concentrations différentes, c'est que vous disposez de différentes densités. C'est dans chaque cas, votre solution est là une densité déterminée. D'accord? Alors maintenant, si vous vous amusez à mettre dans votre tube de centrifugation, ce que vous avez là, c'est ces différentes solutions. C'est-à-dire, là, en commençant par la plus concentrée, vous mettez un ml de la plus concentrée, un ml de la suivante, un ml de la suivante, et ainsi de suite. Dans votre tube, qu'est-ce que vous allez avoir dans votre tube? Vous allez avoir différentes couches qui ont des densités différentes. D'accord? Alors maintenant, si vous déposez dans ces tubes-là ce que vous voulez centrifuger à la surface, si vous centrifugez, dans ce cas-là, donc en fait, toutes les particules, les macromolécules vont se séparer en fonction de leur densité et chacune va s'arrêter au niveau exact de sa densité. C'est-à-dire chaque particule, donc vous aurez une répartition. Quand vous allez centrifuger, vous aurez ce genre de choses, c'est-à-dire à chaque niveau, vous aurez juste les particules ou les macromolécules qui correspondent à la densité de votre solvant qu'il y a à ce niveau-là. Alors, c'est ce qu'on appelle une centrifugation sous gradient de densité. Alors, ce que je vous ai expliqué ici, donc c'est des couches de densité différentes les unes sur les autres. C'est ce qu'on appelle un gradient de densité discontinu. C'est-à-dire, vous avez des couches bien individualisées les unes sur les autres. Alors, s'il y a un gradient de densité discontinu, c'est que aussi, donc, on peut faire un gradient de densité continue. Alors, un gradient de densité continue, on le fait de la même manière, sauf qu'on ne peut pas le faire manuellement. On le fait avec des machines et c'est le même principe, c'est-à-dire on va commencer par la solution la plus concentrée, on va mettre au fond et on va de plus en plus rajouter un pourcentage de la solution qui n'est pas
de la solution diluée. C'est-à-dire, dans la première seconde, vous allez verser juste la solution la plus concentrée. Dans la seconde qui va suivre, vous allez verser 99% de la solution concentrée et 1% de la solution diluée. Vous allez les mélanger et les verser. Et puis, dans la seconde qui viendra après, vous allez avoir 98% de la solution concentrée et 2% de la solution diluée, et ainsi de suite. Alors, en fait, ça fait également des couches. Quand je l'explique comme ça, donc vous allez aussi imaginer qu'il y a des couches. Sauf que c'est des couches extrêmement fines. C'est extrêmement fine que vous avez l'air, que vous avez un gradient continu. Vous avez un gradient continu, pas discontinu, tout simplement. Est-ce que vous avez compris ce que je viens d'expliquer à l'instant? Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que les solutions ne peuvent pas se mélanger? Non. Donc, en fait, là, vous avez des molécules, c'est formé, le chlorure de césium, c'est un sel, et le saccharose, c'est un sel. Pour que vous mélangiez donc les deux solutions, pour que les densités varient, en fait, il faudra agir sur les molécules, c'est-à-dire les molécules qui étaient dans une couche, il faudra les centrifuger, en fait, les tirer pour qu'ils se retrouvent dans la couche en dessous. C'est comme ça que ça va se mélanger, n'est-ce pas? Sauf que c'est des petites molécules, les centrifugations, même l'ultracentrifugation ne peut pas les mélanger. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai bien précisé que tout ce dont je parle, n'allez pas imaginer que dans la centrifugation, on va séparer des molécules. On sépare des particules, on sépare des organites cellulaires, même pour séparer des organites cellulaires, c'est-à-dire des mitochondries, des chloroplastes et des ribosomes, etc. Il faut une ultracentrifugation. Alors l'ultracentrifugation, c'est quelque chose qu'on obtient quand on fait tourner à 1 million de tours par minute. C'est énorme. Ça, c'est le nombre de tours par minute, c'est la vitesse de rotation angulaire qu'il faut pour séparer des organites cellulaires. Alors, une mitochondrie, ce n'est pas une molécule. Un chloroplaste, ce n'est pas une molécule, c'est quelque chose d'énorme par rapport à l'échelle moléculaire. Alors, les molécules, il faudra se réveiller très tôt pour pouvoir les centrifuger. On ne centrifuge pas des molécules. On ne sépare pas des molécules par des centrifugeuses. En tout cas, donc c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire, il faut des centrifugeuses énormes. Déjà, il faudra que vous ayez un rayon. Le rayon de la centrifugeuse, il faudra qu'il fasse des centaines de mètres, sinon des kilomètres. Et puis, les moteurs qui font tourner ça, et donc il faudra qu'ils tournent à 1 million de tours par minute. Alors, le problème de l'ultracentrifugation, maintenant qu'on en parle, c'est qu'en fait, donc, toute cette rotation, donc, ça génère de la chaleur. Donc, en fait, tout ça, ça tourne dans l'air. Et si vous faites tourner tout ça donc, dans l'air à cette vitesse-là, donc, ça chauffe à cause du frottement avec les molécules d'air. Et ça veut dire que toutes ces déjà, à partir de l'ultracentrifugation, même à partir de la centrifugation normale, donc vous êtes obligé de baisser la température qui va se retrouver dans la centrifugeuse, parce que ça va chauffer à l'intérieur à cause de la rotation. Alors n'oubliez pas que tout ça, vous le faites pour faire des analyses. Il ne faut pas que la température augmente beaucoup sinon ça va détruire, ça va altérer, ça va dénaturer ce que vous voulez analyser. Donc déjà, toutes les centrifugeuses, ils sont équipés d'un système de refroidissement. C'est-à-dire, donc c'est en même temps une centrifugeuse, mais un réfrigérateur également. Donc tout ça s'est refroidi à l'intérieur, donc pour que vous puissiez donc faire correctement votre analyse. Alors maintenant, l'ultracentrifugation, c'est 1 million de tours par minute. C'est énorme. Donc imaginez la chaleur que ça dégage et imaginez aussi donc en fait la réfrigération qu'il faut pour ça. Bien. Alors maintenant, avec tout ça, j'insiste dessus, donc en fait, n'allez pas imaginer que vous allez séparer les molécules par centrifugation. Vous n'allez pas séparer du saccharose,
du glucose par centrifugation. C'est presque impossible. Alors maintenant, donc, ce qui me vient en tête en vous parlant de ça, c'est qu'en fait, vous avez tous entendu parler d'un problème. Enfin, je ne sais pas tous, ça dépend. Donc, je sais que vous vous intéressez à rien. Mais peut-être quelques-uns d'entre vous, donc à un certain moment, donc il y avait un problème avec l'Iran qui essaie de se doter de l'arme atomique, et puis tout le monde, en fait, beaucoup de pays donc occidentaux essaient de l'empêcher d'avoir l'arme atomique, et en voulant l'empêcher d'avoir cette arme atomique, en fait, donc on essaie qu'il ne s'équipe pas de centrifugeuses puissantes. D'accord? En fait, parce qu'en fait, pour avoir de l'arme atomique, il faudra avoir du plutonium ou de l'uranium extrêmement pur. Alors, l'uranium, le plutonium, c'est des atomes. Donc, déjà, pour les molécules, je viens de le dire, c'est extrêmement difficile de les séparer. Alors maintenant, pour séparer du plutonium et de l'uranium, donc là aussi, on le fait avec des centrifugeuses, sauf que c'est des centrifugeuses énormes. Et tout ce qu'on avait essayé de faire à l'époque, c'est d'empêcher l'Iran d'avoir ces centrifugeuses. C'est-à-dire, c'est des centrifugeuses dont le rayon dépasse les 100 mètres. Et puis, donc, c'est des gros moteurs qui font tourner à des vitesses énormes pour pouvoir séparer ces deux atomes, le plutonium et l'uranium, et avoir de l'uranium enrichi, c'est-à-dire donc de l'uranium qui a une pureté assez élevée. Donc, en fait, ça, c'est juste une parenthèse. Alors maintenant, donc, en fait, juste ayez en tête qu'avec une centrifugation, c'est presque impossible de séparer des molécules. Ce n'est pas au niveau moléculaire que ça se joue. C'est au niveau des particules, c'est au niveau des grosses agrégats moléculaires, c'est-à-dire des précipités, c'est au niveau des organiques cellulaires, si vous voulez séparer donc des ribosomes, si vous voulez séparer déjà ça, il faut de l'ultracentrifugation. Et de l'ultracentrifugation, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est plus des milliers de G, c'est des millions de G. C'est-à-dire il faut développer une force supérieure à la force d'attraction terrestre de 1 million de fois. Donc c'est déjà énorme pour arriver à séparer donc, les constituants cellulaires. Alors maintenant, un constituant cellulaire, donc c'est énorme, c'est très gros, c'est beaucoup plus massif qu'une molécule, c'est énorme. Alors maintenant, quand vous faites un gradient, la question de votre camarade, elle est pertinente, donc il a beaucoup de sens, en fait, mais faites attention, dans ces gradients de densité, ce que vous avez là-dedans, c'est des molécules. Donc, il y a des molécules, donc en fait, on ne les sépare pas, on n'agit pas dessus avec les vitesses de rotation qu'on a soit dans les centrifugeuses ordinaires et même dans les ultracentrifugeuses. Donc, ce n'est pas possible pour tirer sur une molécule. On ne peut pas tirer sur une molécule avec une vitesse de centrifugation de quelques milliers de G, et même avec quelques millions de G, on ne peut pas déplacer une molécule. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, monsieur. Très bien, donc si vous avez tout suivi et vous avez tout compris, donc je vais juste vous demander une chose, préparez vos questions. Donc tout ce que je fais en amphi, c'est des classes inversées, c'est-à-dire venez avec des questions. Venez avec vos questions, c'est une occasion d'expliquer à chacun d'entre vous ce qu'il n'a pas pu comprendre. Et en amphi, donc, ce n'est pas des cours magistraux. Alors maintenant, donc, ceux qui veulent travailler, donc, moi, je leur dis, donc, c'est la meilleure façon de faire. Ici, dans notre contexte, c'est juste cette pandémie qui nous impose ça. Mais sachez, en fait,
que dans beaucoup d'universités au monde, c'est comme ça que ça se passe. Surtout au deuxième cycle universitaire, c'est-à-dire aux étudiants, ils ont toutes les ressources, ils ont les bouquins, ils ont les livres où ils ont les cours en ligne et au niveau en présentiel, on vient juste pour discuter, pour expliquer donc ce qui mérite d'être expliqué et ce qui y était mal compris. Donc voilà. Alors sur ce, donc cette conférence est finie et je vous souhaite donc une bonne continuation et à la prochaine. Donc j'essaierai de programmer donc une correction du devoir peut-être dimanche. Je verrai donc en fait si c'est possible, donc ça sera dimanche, sinon donc ça attendra un peu plus tard, donc quand j'aurai un peu plus de temps. Bien, allez, au revoir et bon travail. Merci, monsieur. Merci, Au revoir, monsieur, merci. Merci, monsieur.